Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à François Pinault, un nom incontournable, une fortune colossale, on parle de 30 milliards d'euros, Ah oui, énorme. mais ce qui est fascinant, c'est son parcours. Il a quitté l'école à 16 ans, pas de diplôme. Hmm. Et pourtant, aujourd'hui, il possède des marques comme Gucci, Saint Laurent, Balenciaga et même Christie's, la maison de vente. Un empire, clairement. Alors pour notre analyse, on s'est basé sur des extraits d'une transcription vidéo. Ça vient de la chaîne YouTube Finari. Ça donne un bon aperçu de son ascension. D'accord. L'idée, c'est de retracer un peu les étapes clés, comment il a construit tout ça, depuis des débuts plutôt modestes jusqu'à cet empire du luxe et de l'art. Un parcours atypique, c'est le moins qu'on puisse dire. Exactement, ouais. La question, c'est comment on passe d'un jeune qui arrête l'école à 16 ans à 30 milliards d'euros. Alors, on va essayer de décortiquer ça. Allons-y. Donc, les débuts. Il arrête l'école très tôt, 16 ans. La source qu'on a utilise une formule un peu étrange. Il aurait grandi dans une scierie. Dans une scierie, c'est curieux comme expression. Oui, on n'a pas plus de détails dans nos extraits, mais on peut imaginer que ça veut dire un environnement de départ difficile, isolé peut-être. Possiblement, oui. Un début loin des cercles du pouvoir ou de la finance. Voilà. Et 10 ans plus tard, il a 26 ans, il se lance. Il monte sa boîte dans le négoce de bois. C'est ça. Le bois, son premier métier. Mais le vrai tournant, ça arrive dans les années 80. Ah, les années 80. Oui, c'est là que son vrai flair pour les affaires se révèle. Ce qui est intéressant ici, c'est moins le secteur que la méthode, en fait. C'est-à-dire? Il commence à repérer des entreprises qui sont en difficulté, souvent rien à voir avec le bois d'ailleurs, D'accord. et là, il les restructure, parfois de manière assez dure, faut le dire, et puis il les revend, avec de belles plus-values à la clé. Mhm. La source le décrit comme un requin en avance sur son temps. C'est cette capacité à voir la valeur cachée et à la transformer qui est assez frappante. Un requin, carrément. Mais cette stratégie, ça lui ouvre d'autres portes, j'imagine. On est loin du bois, là. Absolument. C'est une montée en puissance progressive mais très déterminée. En 91, il prend le contrôle du Printemps. Le printemps, oui. Grand magasin parisien. Exact. Et puis en 94, il ajoute La Redoute. Et là, avec ces deux-là, il crée le groupe PPR. Pinot Printemps Redoute. D'accord, PPR. Ça commence à peser lourd. Voilà. Ça lui donne une base financière solide, une crédibilité, et ça prépare le terrain pour la suite. Et la suite, si je comprends bien, c'est le grand virage vers le luxe. Avec un coup d'éclat en 99. Exactement. Le coup de maître. Le rachat de Gucci. C'est vraiment le moment clé. Racontez un peu. Eh bien, il y a une bataille boursière assez épique pour le contrôle de Gucci. Et il réussit à l'emporter face à son grand rival, Bernard Arnault. Ah oui, le duel Pinot-Arnaud déjà. Tout à fait. Et ce rachat, si on regarde la stratégie globale, c'est ça qui marque le début de son empire du luxe. Le groupe bascule vraiment à ce moment-là. Et une fois qu'il a Gucci, il s'arrête pas là, j'imagine. Ah non, pas du tout. C'est comme si ça avait ouvert les vannes. Dans les années qui suivent, il enchaîne Yves Saint Laurent, Boucheron, Bottega Veneta. Waouh, la liste est longue. Oui, il construit méthodiquement un portefeuille de marques de luxe très complémentaire. Un vrai pôle mondial pour concurrencer les autres grands groupes. Impressionnant. Et puis en 2003, il y a un autre changement important. C'est ça, la transition. Il passe les commandes opérationnelles du groupe, qui deviendra Kering plus tard, à son fils, François-Henri Pinault. Qui est toujours PDG aujourd'hui. Exactement. Mais attention, François Pinault père ne disparaît pas des radars, loin de là. Non? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un rôle différent. Peut-être moins dans l'opérationnel quotidien, mais toujours très stratégique. Il rachète Christie's. La maison de vente aux enchères. Oui, un géant mondial. Et puis il se consacre de plus en plus à sa passion, l'art contemporain. Il devient un immense collectionneur. Ah oui, avec les musées, Venise, Paris. Exactement. Le Palazzo Grassi, la Ponta della Doga à Venise et puis la Bourse de commerce ici à Paris. Il s'impose comme un acteur majeur du monde de l'art, un mécène très influent. Donc si on résume, un parcours incroyable. Quitter l'école à 16 ans, bâtir un empire mondial et finir figure de proue de l'art contemporain. Euh, Qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? D'abord, c'est une illustration assez dingue de réussite entrepreneuriale, complètement en dehors des sentiers battus, hein. Pas de grande école, pas de parcours classique. C'est clair. Ensuite, ces virages stratégiques, du bois à la distribution, puis le luxe, et enfin l'art. C'est audacieux et à chaque fois, ça semble mener avec une vision, une détermination assez unique. Une trajectoire qui montre bien qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour réussir, même à ce niveau-là.
Tout à fait. Et ça pose une question intéressante, peut-être pour finir. Quel est le poids de l'intuition, du flair, de l'opportunisme par rapport à la formation académique dans une réussite comme celle-là? Bonne question. Et puis il y a cette transformation finale, non? De l'homme d'affaires un peu redoutable, le requin des années 90, au grand collectionneur, mécène reconnu. Comment on construit son héritage au-delà du business pur? Oui, comment l'image évolue, comment on choisit de laisser une trace différente. Voilà. C'est une réflexion intéressante sur ce que signifie laisser une marque au-delà des chiffres. De quoi méditer un peu après cette plongée dans son histoire.